Tariq Ramadan, bonsoir. Vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à la très prestigieuse université britannique Oxford et vous publiez L'islam et le réveil arabe aux presses du Châtelet. Alors justement, islam et réveil arabe, quand on voit que la Libye réveillée, donc libérée, immédiatement en première décision, elle rétablit la charia, est-ce que vous comprenez qu'on s'inquiète ? Bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas simplement s'inquiéter de cette annonce-là, il faut s'inquiéter de beaucoup de choses aujourd'hui, que ce soit en Égypte avec le rôle prédominant de l'armée, avec les processus démocratiques en Tunisie dont on ne sait pas ce qu'ils vont donner avec ceux qui sont en tête et de Narda, et puis cette espèce de déclaration tout à fait étrange. Tout de suite après la libération en Libye, comme pour montrer qu'il n'y a aucune influence occidentale, on dit la charia, et puis un truc totalement incroyable. La charia, ça résonne dans notre tête immédiatement, droit des femmes bafoués, est-ce que je caricature si je dis lapidation de la femme adultère, etc. Oui, oui, vous caricaturez, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus large que cela, mais il n'a pas dit que cela, il a dit « et la polygamie ». C'est-à-dire, véritablement, il s'est positionné à distance de l'Occident, parce qu'il était critiqué lui-même comme étant un agent de la France et des États-Unis dans tout processus de libération en Libye. Donc il y a un jeu politique là derrière. Maintenant, la question que l'on doit poser, c'est est-ce que ces mouvements, et c'est la question que je pose dans le livre. Sur la polygamie quand même, vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas? Parce que vous dites que c'est peut-être tactique, mais est-ce qu'il a raison de rétablir la polygamie? Non, il n'a pas raison. Je suis contre la façon dont il se réfère à la charia et je suis contre cette idée que la polygamie doit être instituée pour être fidèle à l'islam. C'est totalement faux ceci. Ce qui est aujourd'hui l'inspiration et qui devrait être l'inspiration islamique, ou qui soit en fidélité avec les principes de l'islam, c'est la justice sociale, c'est l'éducation, c'est la lutte contre la pauvreté. Or, malheureusement... Mais en France, pour nous, toutes ces valeurs qui sont nobles doivent être totalement laïques. Et curieusement, vous nous expliquez que avoir toutes ces valeurs, il faut qu'elles passent par le conduit de la religion. C'est ça qu'on ne comprend pas. Non, je ne dis pas il faut. Je dis que ce qui a été produit par une double tradition, parce que c'est pas vrai ce que vous dites. La notion de justice et la notion d'égalité n'est pas uniquement un produit du rationalisme français. Ça n'est pas simplement le produit de la pensée de Voltaire ou de Rousseau. C'est aussi le dialogue et le débat avec tout ce qui a fondé la culture française, dont le christianisme, dont le protestantisme, dont le judaïsme, dont même l'islam dès le Moyen-Âge. Donc tout cela a participé aujourd'hui dans les sociétés majoritairement musulmanes. Ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas regarder depuis l'Occident le monde musulman et essayer, espérer que naisse de ce monde-là le rationalisme qui fut notre histoire. Ils parlent à partir de leur horizon, à partir de leurs références. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on laisse les gens aller leur chemin à partir du moment où on peut les retrouver sur ce chemin, sur leur chemin, avec des valeurs communes. Qui sont les valeurs? Celles dont on vient de parler, jusqu'à la démocratie. Tariq Ramadan, est-ce que de votre point de vue, renvoyer la religion et l'islam à la sphère privée, ce serait un progrès, ce serait souhaitable en Libye, en Tunisie, en Égypte? Non, mais ça ne peut pas se poser en ces termes de privé et public, parce que ceci, c'est l'histoire occidentale. Par contre, ce que vous... Non, il y a une évolution en Occident. Oui, oui, bien sûr, mais il y a une évolution aussi dans le monde musulman. Mais l'évolution, elle n'est pas dans la sphère privée et dans la sphère publique. N'importe quelle personne qui visite la France peut vous dire que le symbole du christianisme n'est pas dans la sphère privée seulement. Il est partout. Vos vacances sont publiquement le dimanche, et c'est encore la religion chrétienne, et c'est encore la religion protestante, et le samedi, c'est encore la tradition juive. La question, elle n'est pas celle-ci. Ce qui implicitement est le plus important, et ce pourquoi il faut se battre dans le monde majoritairement musulman, c'est est-on capable de distinguer les autorités? C'est-à-dire l'autorité du religieux qui s'impose à l'État, et l'autorité de l'État qui est négociée par le peuple. C'est ça que je veux. Je ne veux pas me disputer sur le public et le privé, je veux distinguer les autorités. Est-ce que c'est pas très difficile pour les citoyens de s'opposer à une autorité politique dès lors qu'elle est un peu religieuse? Si je m'oppose, je suis un hérétique. Et donc je vais me prendre une fatwa sur la tête. Mais justement, il faut pas qu'elle soit... il ne faut pas que l'autorité de l'État s'accapare et instrumentalise le religieux. Ça n'est... Alors c'est ce que je dis dans le livre. Je dis aujourd'hui que le débat qu'il y a en Égypte ou le débat qu'il y a en Tunisie, qui se polarise entre les laïcs et les islamistes, est un faux débat. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est distinguer les autorités et permettre aux sociétés majoritairement musulmanes de trouver des processus démocratiques qui soient leur modèle, mais à partir de principes que nous chérissons tous. L'état de droit, la citoyenneté commune, l'égalité des droits pour les femmes et les hommes, le fait qu'une femme avec les mêmes compétences puisse avoir le même salaire. On a encore du travail à faire en France là-dessus et partout en Europe. Il y a un vrai travail à faire. Mais il ne faut pas
si vous voulez, projeter sur ces sociétés-là nos modèles, ils viennent de nos histoires. Et vous dites, c'est même pas la peine de se dire si l'islam est un plus ou positif ou négatif, c'est une donnée, et donc qui s'invite de force dans le débat politique, dans les tribunaux, dans les écoles, dans la police. Mais pourquoi dites-vous de force? Elle ne s'invite pas, elle est présente. Elle est là. Mais oui, ce sont des sociétés majoritairement. Il y a eu 1905 quand même. Oui, mais, vous avez l'air de dire non. Mais attendez, il y a 1905. Mais est-ce que vous avez pour cela disqualifié la référence chrétienne? Est-ce que vous avez disqualifié la référence protestante et juive? Est-ce que vous avez disqualifié la protestante? Les non-musulmans en Égypte, ils sont forcément, ou ailleurs, dès lors qu'ils ils sont forcément des citoyens de seconde zone, et on le voit avec les Coptes. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Ça, justement, là, vous tombez dans la pensée binaire. Aujourd'hui, les Coptes et les musulmans ont beaucoup vécu et coexisté. Est-ce qu'il y a des discriminations vis-à-vis des Coptes aujourd'hui? Oui. Oui. Bon. Est-ce qu'il faut améliorer les choses? Oui. Est-ce que c'est dû à la tradition musulmane? Non. Ceux qui ont le dernier événement contre les Coptes n'est pas du tout dû à des religieux, il est dû à l'armée qui essaye de diviser les populations pour justifier sa présence. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, il y a un vrai progrès à faire dans toutes les sociétés majoritairement musulmanes pour que nous arrivions à l'état de droit et la citoyenneté égalitaire. Mais n'en rendez pas de grâce responsable l'islam, comme si essentiellement l'islam distinguait entre les musulmans et tous ceux qui ne le sont pas. Alors Tariq Ramadan, on va revenir en France qui chérit qui met en valeur la liberté et le monde laïque par rapport à la sphère privée qui serait religieuse. Charlie Hebdo a payé très cher sa une, Sharia Hebdo, qui montrait le prophète. Je vous propose d'écouter des réactions de musulmans face à cette une. On va regarder. Ouais, vous pouvez mettre un barbu, ça dérange pas. Mais sans qu'il y ait le nom Mahomet qui apparaisse dessus. Pourquoi rire et avoir de l'humour sur quelque chose de sacré quelque chose de sacré, il n'y a pas d'humour. Il va bien falloir que les musulmans comprennent la différence entre l'expression artistique et le reste de l'expression. Mais il n'en reste pas moins qu'on a le droit d'exprimer toutes les opinions qu'on veut. Alors, elle a raison, on a le droit d'exprimer toutes ces opinions qu'on veut, y compris sur le prophète Mahomet. Oui, ça je l'ai dit et répété. Non seulement on doit aujourd'hui pouvoir exprimer toutes les opinions, et ce qui a été fait dans la nuit contre les locaux de Charlie Hebdo, ce doit être condamné. Au moment où nous disons, vous et moi, que nous avons le droit, il faut que nous disions avec force que nous devons avoir le droit égalitaire de faire cette critique devant tout le monde. Et dans toutes les traditions, c'est-à-dire autant dans toutes les traditions religieuses que par rapport à des individus. Et c'est pour ça que, au moment où je dis et je répète avec force qu'il ne peut pas être question d'aller à l'encontre de la liberté d'expression de Charlie Hebdo, je fais une évaluation de l'humour depuis 10 ans de Charlie Hebdo qui est à géométrie variable. Et je dis que dans cette façon... Non, c'est à géométrie variable. Et mais là, si dès que quelque chose vous plaît pas, vous balancez un cocktail Molotov... C'est complètement faux. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. Mais vous devez, avec moi, avoir le courage citoyen de pouvoir évaluer l'humour d'un journal. Et alors, si ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous faites? On dit que ça nous plaît pas. On n'achète pas, non, mais non. Oui. Mais, comprenez-moi bien, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ma condamnation est sans condition. Mais je me donne le droit en tant que citoyen de dire comment se fait-il que ce journal-là ait mis à la porte quelqu'un, Ciné, qui s'en est pris au fils du président de la République et qui l'a mis à la porte en oubliant la liberté d'expression. Donc il y a une liberté d'expression que l'on chérit et une liberté d'expression que l'on circonscrit. Ah non. Ah non, s'il y a une liberté d'expression, c'est la même pour tous. D'accord. Même si ça s'est terminé par un cocktail Molotov tragique que vous dénoncez, c'est vrai. Merci Tariq Ramadan, votre livre « L'islam et le réveil arabe » aux éditions Presse du Châtelet. Et on change totalement de sujet dans C'est dans l'air, puisqu'il est question des derniers détails du plan de rigueur de François Fillon. Qui va payer et combien? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Les non-dits du plan de rigueur ». C'est-à-dire, vous en dit encore plus sur France5.fr.